5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h47 et comme chaque matin, vous avez déposé des questions sur notre page, notre groupe Facebook Solidarité Sud Radio. Et merci d'ailleurs, et on va y répondre ce matin, comme tous les jours avec Jean Sibilia. Bonjour. Bonjour. Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Donc, comme tous les matins, on vous pose les questions que nous recevons. On nous parle de ce vaccin, le BCG contre la tuberculose. A-t-il des effets sur le coronavirus ? Alors, on ne sait pas encore, mais il y a des éléments extrêmement intéressants qui sont issus d'une observation. Comme souvent, la créativité vient d'observation. Il a été observé en Guinée-Bissau, donc en Afrique, que les enfants vaccinés par le BCG faisaient moins de tuberculose, puisque l'objectif du BCG, c'est de protéger contre la tuberculose. On sait depuis très très longtemps. On ne le fait plus en France, d'ailleurs, depuis 2008, je crois, pour des raisons épidémiques en France, puisque la tuberculose est devenue rare dans notre pays. Mais ça se fait toujours en Afrique. Donc en Guinée-Bissau, ils vaccinent et ils observent que les enfants vaccinés font non seulement moins de tuberculose, mais surtout moins d'infections autre que la tuberculose. Et c'est parti un peu de cette observation et d'autres, de se dire que le vaccin, le BCG, pouvait stimuler l'immunité et en fait protéger d'une infection virale ou bactérienne. Et des essais importants ont été lancés aux Pays-Bas, récemment en Australie, où ils ont vacciné par le BCG quelques centaines ou même quelques milliers de soignants, avec l'idée de les protéger en fait de l'agression virale et d'empêcher l'infection virale. Donc ça marcherait par une stimulation d'immunité. Oui, est-ce que ce ne serait pas justement l'occasion de le faire ? Alors, il faut être prudent parce que une vaccination par le BCG, c'est une stimulation de l'immunité. Or, vous savez, on le répète très souvent, que dans l'infection par le Covid-19, il y a deux phases. La phase d'invasion par le virus et une deuxième phase de stimulation de l'immunité. Et c'est bien cette phase de stimulation de l'immunité qui mène les malades en réanimation par une inflammation pulmonaire. Donc, vous comprenez que voilà, il faut quand même peser ce qu'on appelle mesurer le rapport bénéfice-risque. Est-ce que trop stimuler l'immunité, trop tôt, quelques semaines, quelques jours avant une infection virologique, est-ce que ce ne serait pas le mauvais moment pour le faire ? Qu'on l'ait fait quelques mois, quelques années avant, peut-être, mais là, le faire dans l'urgence d'une maladie virale qui est en train de circuler, probablement pas. En tout cas, c'est l'idée qui est défendue par certains. D'autres pensent, inversement, que c'est le moment de protéger les soignants qui ne sont pas encore infectés et de leur booster l'immunité, comme on dit, de telle sorte qu'ils ne s'infectent pas. Donc, les études sont en cours. Là aussi, c'est comme pour toutes les thérapeutiques en cours, il faut qu'on ait des éléments de preuve solides. Donc, les études sont en cours aux Pays-Bas, en France aussi, en Australie, et je pense qu'on devrait avoir des réponses, alors peut-être pas si rapidement que ça, parce que c'est la stratégie préventive, mais enfin, on aura une réponse et je pense qu'elle est très intéressante. Et nous avons un appel au standard. C'est Julien ou Yvette, peut-être. C'est Julien qui est avec nous. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous nous appelez de l'Essonne et vous aviez une question pour notre médecin Jean Sibilia. Voilà, alors ma question elle est en deux temps en fin de compte. Alors la première chose c'est que je vais parler en fait du protocole du professeur Raoult parce qu'il m'intéresse beaucoup, je me suis beaucoup renseigné dessus et le protocole que propose le professeur Raoult, à savoir le plaquenil donc plus de l'azithromycine, c'est un protocole qui revient à peu près à une quinzaine d'euros, moins d'une quinzaine d'euros. Le gouvernement a compris sous le tollé qu'il avait de ne pas accepter l'hydroxychloroquine, a fini par accepter l'hydroxychloroquine, mais sous condition qu'il soit attaché à deux anti-VIH, le lopinavir et le rétronavir, ce qui en fait revient en fait au Kaletra, un médicament qui justement utilise ces deux choses-là. Ce Kaletra coûte 432 € la boîte. Donc je me demande à quoi joue le gouvernement. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous prendre pour des vaches à lait et se servir de cette situation de crise pour nous ponctionner encore plus d'argent alors qu'on est déjà à la gorge tous dans cette situation de confinement aujourd'hui. Alors, question pas évidente. Tout autant politique que médicale. Jean Sibilia. Je pense, je vais rester sur mon registre scientifique et médical, qui est mon registre de légitimité. Les éléments de légitimité aujourd'hui, on ne va pas les reprendre tous. La prescription de l'association plaquenil, hydroxychloroquine, azithromycine, cette légitimité, elle n'est pas encore formellement établie, définitivement établie, très clairement. Aujourd'hui, il y a des indicateurs, certains positifs,
certains négatifs, a été publié pour un élément d'information cette nuit ou hier soir, une petite étude française, mais qui va être publiée, présentée rapidement sur 11 malades à l'hôpital Saint-Louis, 11 malades sévères qui ont bénéficié d'hydroxychloroquine et azithromycine, absolument sans effet, après 5 jours ou 6 jours de traitement, aucun effet ni sur la charge virale, ni aucun effet sur les complications cliniques. Alors ça n'est qu'onze malades. Oui, mais le professeur Raoult disait qu'il fallait donner plutôt au début, quoi, que quand c'était trop grave, c'était trop tard. Absolument, donc, oui. Et là aussi, cette étude donne un élément de plus dans le puzzle, mais il ne répond pas totalement à la question, puisque ce sont des malades assez graves, ce ne sont pas des malades de réanimation, des malades assez sévères, avec beaucoup de comorbidités, donc on pourra à nouveau se dire que cette pièce apportée au jeu, qui est pas c'est un jeu, c'est un euphémisme, hein, c'est un jeu très sérieux, que cette pièce-là, à nouveau, ne répond pas à la question, puisqu'on a traité peut-être des malades trop graves ou trop tard. C'est simplement pour vous illustrer le débat. Et ce débat reste très compliqué actuellement. Donc, pour répondre à l'auditeur, clairement aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est obligatoire et absolument qu'il faut imposer la prescription à tous. Donc, médicalement, aujourd'hui, il faut encore des études complémentaires. Une étude est en cours à Angers, l'étude européenne Discovery est en cours. Le professeur Raoult certainement est en train de faire des études complémentaires. Donc, on aura besoin de tout ça pour être sûr de pouvoir utiliser ça en population très largement. Évidemment, la question collatérale, qui est scientifique aussi, qui est posée de l'association avec d'autres antiviraux, la recommandation actuelle du gouvernement et des autorités sanitaires, hein, puisque le gouvernement, à nous, c'est pas la question du gouvernement, c'est les autorités sanitaires, permettent d'utiliser à l'hôpital l'hydroxychloroquine et la chloroquine chez les malades sans l'associer aux antiprotéases ou à d'autres médicaments antiviraux. Donc on a la possibilité, et c'est fait d'ailleurs. Alors vous allez me dire, ça n'est qu'à l'hôpital, probablement pour des malades où c'est trop tard, ça devrait être aussi autorisé en ville, tout ça est vrai, mais malheureusement, on n'a aujourd'hui pas la preuve, et vous savez aussi comme moi, et ça a été dit depuis quelques jours, il y a quelques malades qui développent des maladies cardiaques, hein, ces fameux allongements là, de la zone électrique du cœur, là, qui font des dérégulations du rythme du cœur, donc, ça existe aussi, donc attention aussi. Je pense que c'est simplement du bon sens médical. Oui, c'est certainement intéressant. Il faut continuer à travailler le sujet parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre de formel aujourd'hui. Mais attention à une diffusion trop large. Et sur l'aspect économique, vous savez, je crois qu'aujourd'hui, l'économie de santé, c'est pas la question aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, qui raisonnablement en responsabilité, si on était sûr d'avoir un médicament, une association médicamenteuse, quel que soit son coût, aujourd'hui, je crois qu'elle serait distribuée largement. Ce serait intenable médicalement, scientifiquement et politiquement de restreindre ou de faire rentrer dans la discussion un critère médico-économique. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Ouais. Dernière question peut-être, Cécile. Oui, j'avais une autre question, puisque ça a été diffusé par l'agence du médicament, qui dit que la chloroquine peut entraîner une trentaine d'effets indésirables, voire graves, puisque certains ont perdu la vie. Quels sont justement ces effets indésirables ? Alors, il faut bien différencier chloroquine d'hydroxychloroquine. La chloroquine, c'est la fameuse nivaquine qu'on utilisait beaucoup dans le paludisme, et l'hydroxychloroquine, c'est un dérivé de la nivaquine qu'on utilise plutôt dans les maladies inflammatoires, avec peu d'effets dans le palud. Ces deux molécules qui sont de la même mère, hein, de la même base chimique, ont des complications assez différentes. Il y a plus de complications avec la nivaquine qu'il n'y en a qu'avec la chloroquine. Le principal problème de ces deux médicaments, il y en a un dans les utilisations aiguës, c'est-à-dire après quelques jours de traitement, il faut être attentif, c'est les modifications électriques du cœur. Alors vous avez entendu ces technos, ce fameux segment QT, enfin on va dire simple, le cœur bat et il bat comme une pile électrique, on l'enregistre. Et on peut enregistrer des bruits électriques par l'électrocardiogramme. Et on observe chez certaines personnes qui s'imprègnent une sorte d'irrégulation électrique du cœur qui peut faire que le cœur dysfonctionne par une torsade de pointe. Donc le risque aigu, c'est celui-là. Et les déclarations récentes, ce sont des malades qui ont fait ces complications-là, mais toujours dans un contexte, et c'est ça qui est important à comprendre, si vous donnez du plaquenil à des gens sains en prévention ou des gens avec des maladies inflammatoires mais sans comorbidité et sans co-traitement, il se passe pas grand-chose. On sait que le plaquenil, je suis moi-même prescripteur du plaquenil depuis 30 ans. J'en ai prescrit à des milliers de patients et on a très peu d'inconvénients. Mais attention, là nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Ce sont des malades plus fragiles,
en période infectieuse aiguë, qui prennent d'autres médicaments qui interfèrent avec les bruits électriques du cœur, notamment l'azithromycine, qui peut interférer. Donc vous voyez, la combinaison de tous ces petits facteurs de risque additionnés peut mener à des complications cardiaques aiguës et malheureusement mortelles. Très rares. Allez, il nous reste une minute. Il nous reste une minute pour un nouvel auditeur qui est Christian qui nous appelle pour vous poser une question. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Oui, allô ? On vous écoute ? Oui, En fait, Christian, on vous écoute. Voilà, simplement, c'était concernant le déconfinement futur à X jours. Si je sors, on me dépiste soit un test positif par le nez, si j'ai bien compris, ou alors ensuite par la sérologie. Je suis positif à un test, qu'est-ce que je fais ? Je dois être reconfiné 20 jours de plus, après 45 jours de prison, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il est prévu médicalement ? Oui, Jean Sibilia, oui, c'est vrai. Ce sera une question très pratique, quoi. Oui, c'est tout à fait. Très bonne question, très bonne question. Puis on sent que le confinement vous pèse, hein. On sent que vous avez envie de sortir, les fourmis dans les jambes. Non, mais c'est tout à fait compréhensible. Alors, deux choses complètement différentes. Soit vous avez des symptômes, peu de symptômes, ou des symptômes, on vous dépiste par le fameux test dans le nez, la PCR, et ça veut dire que vous portez du virus. Et dans ces cas-là, mais ça va être hyper important de vous reconfiner. Malheureusement, je suis désolé avec vous, hein, mais il va falloir vous mettre sous cloche encore plus peut-être qu'aujourd'hui, parce que vous savez qu'on veut faire disparaître totalement le virus, et donc on veut plus qu'il circule. Donc si jamais vous portez le virus, évidemment, il va falloir vous reconfiner, mais pas 6 semaines, je vous rassure, mais au moins 15 jours. Au moins 15 jours. 2 semaines, les fameuses 2 semaines. Et il faut encore affiner un peu les choses, parce que il est possible que même après les 15 jours, certains patients continuent à porter. Il faut bien différencier ce test-là, très important, parce que ça va se faire, des tests sérologiques. C'est-à-dire la fameuse prise de sang où on regarde des anticorps. Avoir des anticorps ne veut pas dire être malade. Avoir des anticorps signifie simplement que vous avez vu le virus, et que vous êtes guéri potentiellement. Donc si on a des anticorps, mais qu'on ne porte pas le virus, pas de confinement. C'est qu'on a vu le virus à un moment donné, qu'on en a guéri. Donc attention, les stratégies vont se combiner, il va falloir les mélanger, bien sûr, mais si vous portez le virus, il va falloir en faire encore plus attention, ne pas recontaminer, refaire des clusters de contamination à ce moment-là. Oui, merci beaucoup Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et rhumatologue. Merci de répondre à chaque fois avec clarté, précision à toutes ces questions, et vous pouvez continuer absolument pédagogie. Merci beaucoup à vous, et demain vous pourrez poser de nouveau des questions, et vous pouvez nous appeler parce qu'il y a plein d'autres sujets que vous voulez évoquer. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h, n'hésitez pas.